Jean-Louis Chiffaut ne pourra jamais oublier ce jour-là, ce mercredi 30 août 1995. Son fils, Frédéric, est pilote dans l'armée de l'air. La France est engagée aux côtés de l'OTAN. Elle bombarde l'ex-Yougoslavie. Dans les bases de l'OTAN situées en Italie, les pilotes sont sur le pied de guerre. Depuis le matin, ces avions de chasse français, américains et anglais décollent direction la Bosnie. Leur objectif, détruire l'appareil militaire des Serbes. À 17 h, c'est au tour du capitaine Chiffaut et du lieutenant Souvigné. Comme le confirme ce document, aux commandes de leur Mirage 2000, ils s'envolent pour une mission à haut risque. Ils doivent détruire un hangar de munitions dans la capitale des Serbes de Bosnie. Mission accomplie, les avions rentrent à la base. A priori, rien à signaler, jusqu'au flash de France Inter. Il est 19 h. Les avions de l'OTAN attaquent à nouveau, les Serbes répondent, un appareil français, un Mirage 2000 est porté manquant, il a été touché, des témoins l'ont vu s'écraser au sol. Le pilote et le navigateur ont réussi à s'éjecter, mais on ignore leur sort pour le moment. Je me rappelle très bien de cet instant très intense, d'émotion, de crainte, qui se sont révélées malheureusement justifiées. Effectivement, c'était bien l'avion de Frédéric. Mais nous n'avons eu la certitude qu'à 20 h le soir, lorsque le commandant du détachement français de Servia est venu nous confirmer l'événement et nous confirmer que c'était bien Frédéric et José qui avaient été touchés. Et donc maintenant commence une opération particulièrement délicate, et si elle est possible, la récupération de nos équipages. Vous savez que Radovan Karadzic a dit c'est la chasse à l'homme, il faut les récupérer pour en faire évidemment des otages. La télévision locale serbe filme la chute du Mirage. Frédéric et José ont réussi à s'éjecter. Ils sont officiellement portés disparus. Portés disparus, c'est aussi le titre du livre écrit par Jean-Louis Chiffaut. Au jour le jour, 104 jours de détention, d'angoisse et autant de questions et de mystères pour cet homme déterminé qui veut coûte que coûte connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? C'est tous les documents que j'ai récupérés lorsque je m'occupais de cette affaire qu'a subi mon fils en 1995. C'est le contenu de toute l'enquête, si j'ose dire, que j'ai menée. J'ai un certain nombre de documents qui retracent les 104 jours, des lettres, des relevés de conversations téléphoniques, enfin, tout ce que j'ai pu conserver. Jean-Louis est meurtri. Des images. Près de 10 ans après les faits, la plaie n'est toujours pas refermée. Comme son fils, il s'est engagé dans l'armée de l'air, prêt à donner sa vie pour la patrie. Il connaît les risques. Mais jamais, dit-il, il n'aurait pu imaginer que l'on puisse jouer avec la vie d'un militaire, la vie de son fils. Aujourd'hui, j'ai quitté le service actif. Je parle en tant que père. Et à l'époque, je me suis rapidement rendu compte que les mensonges, la cohérence, le mystère, parfois même des conduites cavalières envers ma personne et ma famille. Je me suis rendu compte que tout ça ne pouvait être l'œuvre que d'individus qui avaient une opinion de... Ah, il faut que je me remette là. Émotion ou colère, Jean-Louis Chiffaut n'en dira pas plus. Malgré les multiples pressions, le père du capitaine Chiffaut
a mené sa propre enquête. Vous avez déjà reçu des menaces? Je ne répondrai pas à cette question. Son fils, lui, est tenu au devoir de réserve. Il s'est confié une seule fois à son père, c'était juste après sa libération. Depuis, silence radio. Il faut dire que ce mutisme s'explique par les recommandations de sa hiérarchie. Pensez à votre carrière. Pilote de chasse est le plus beau métier du monde. Vous posez trop de questions. Pensez à votre réinsertion. Dès le crash, les forces de l'OTAN sont mobilisées. Elles tentent de récupérer les 2 pilotes. 3 opérations, 3 échecs. Plusieurs soldats américains sont blessés. Juste après leur éjection, les 2 Français sont faits prisonniers. Mais d'abord, ils sont violemment battus. Je suis français. Vous êtes français? Oui. Que s'est-il passé? Racontez-moi. On était en mission et un missile nous a touchés. Notre avion a pris feu. Je suis là maintenant. Combien de pilotes? 1 ou 2? Nous sommes 2, un pilote et un copilote. On fait partie de l'opération Deny Flight. On a survolé le palais et un missile nous a tiré et on s'est éjecté. Les 2 hommes blessés à la jambe sont transférés dans cet hôpital. Le général Ratko Mladic les rencontre ici. Mladic, c'est le patron des forces armées serbes de Bosnie. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous avons débuté notre enquête à Belgrade. Cet homme nous a fait parvenir ses photos. Elle le montre sur le lieu du crash à l'époque des faits. Il scrute la carcasse de l'avion. C'est le Mirage 2000 du capitaine Chifo. À Belgrade, on le connaît sous le nom de Jugoslav Petrušić. Ailleurs, on le surnomme Hugo, colonel Hugo ou Dominique. Profession, officier serbe, conseiller technique ou mercenaire. Pendant la guerre, dans cet hôtel 2 étoiles, Hugo avait ses habitudes. En novembre 1999, les forces spéciales de Slobodan Milošević, président à l'époque de la Yougoslavie, investissent ces lieux. Chambre 317, Hugo n'a pas le temps de réagir. C'est ici que vous avez été arrêté? Oui, c'est ici dans cette chambre que l'on m'a arrêté le 8 novembre 1999 à 4h15. Depuis ce jour-là, quand je suis à Belgrade, je suis armé en permanence. Arrêté, Hugo est emprisonné ici. Il va y rester près d'1 an. Les Serbes l'accusent d'avoir organisé un complot pour éliminer le président Milošević. Selon eux, la logistique était assurée par la DST, le service d'espionnage français. Si cette accusation est sans fondement, en revanche, Hugo, selon nos informations, est bien un collaborateur de la DST. Vous êtes français, vous? J'ai la double nationalité. Je possède aussi un passeport français, comme vous pouvez le constater. Et vous parlez français? Oui, je parle français couramment et j'étais marié, ma première femme elle était française et j'ai un fils. Je voyage tout le temps avec le passeport français, voilà, je voyage beaucoup. Je savais dès le début où étaient détenus les 2 pilotes français, qui les détenait et comment ils étaient traités. J'ai demandé aux hommes de Mladic de prendre soin d'eux et de les traiter selon les règles en vigueur. J'ai expliqué aux Français comment ils pouvaient obtenir la libération de leurs pilotes. Je leur ai surtout confirmé qu'ils étaient vivants. Le lendemain, nous retrouvons Hugo à l'hôtel. Il doit nous emmener sur les lieux où les 2 pilotes ont été détenus. On peut y aller là? Je regrette, mais je ne peux pas partir avec vous en Bosnie. C'est pour des raisons de sécurité qu'il ne pourra pas nous accompagner.
Comme vous pouvez le voir, c'est la République serbe de Bosnie. Vous irez là et là. D'abord à Vlasenica, et de Vlasenica, vous allez monter vers la maison où les pilotes sont restés plusieurs semaines. Avant de partir, Hugo nous montre de nouvelles photos. Celle des lieux de la détention, une belle villa au cœur de la Bosnie. Hugo avait donné ces photos au service français une semaine seulement après la capture des 2 militaires. Nous sommes le 6 septembre 1995. Accompagné de son guide, nous partons sur les traces de Frédéric Chiffaut et de José Souvigné. Nous ne savons pas où nous allons. Nous suivons juste l'itinéraire donné par Hugo. Après 5 heures de route, nous arrivons dans ce hameau perdu au cœur de la Bosnie. Notre guide nous présente Vojislav, alias Mystère. Depuis 1 an, cet homme ne travaille plus. Je suis retraité maintenant. Je bricole un peu à la maison. Pas très bavard. Pendant la guerre, Vojislav l'était encore moins. Il était chargé de surveiller les 2 militaires français. Mission ultra confidentielle. C'est la première fois qu'il revient dans cette villa où les 2 pilotes étaient retenus. Depuis, elle a été restaurée, repeinte en blanc. Ces personnes viennent voir où étaient cachés les pilotes. Ils veulent filmer à l'intérieur de la maison. Je lui ai demandé la permission. Je ne sais pas. D'accord, on attend, on attend. Après discussion, la propriétaire nous laissera entrer. Aujourd'hui, elle vit ici avec ses enfants et la famille de son frère. Les informations données par Hugo se révèlent donc justes. Les propriétaires travaillent à l'étranger. À l'époque, leur maison avait été réquisitionnée par l'armée. Voilà. Les pilotes étaient là. Là, il y avait un chauffage. Il y en avait un qui dormait ici et l'autre là-bas. Leurs affaires étaient ici. Vous voyez bien que la maison n'était pas cachée. La route qui passe devant est une route très fréquentée. Finalement, cette villa a été la meilleure des cachettes pour des otages très convoités. Vous savez, ils auraient été en danger si quelqu'un avait connu cette cachette. Nous étions en état de guerre. Je devais obéir à mes chefs, sinon je perdais ma tête. Seul Ratko Mladic, le chef de l'armée serbe de Bosnie, et de rares officiers connaissaient cette cachette. Nous lui montrons la photo de Hugo. Je ne l'ai pas vu souvent, mais je me rappelle de son visage. En fait, tous les 2 avaient le même chef. Misha, nous l'avons retrouvé à Belgrade. Il affirme avoir protégé les 2 pilotes français. Le premier contact que j'ai eu avec les pilotes, c'était juste après leur capture. Ils ont été amenés dans cet hôpital. On a été informé qu'ils allaient être kidnappés. Alors le général Mladic a décidé de les placer sous le contrôle d'une unité spéciale. Ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre. À l'époque, Misha n'a pas de barbe. Il est l'un des responsables de l'unité numéro 10 de sabotage. Dans ce document que nous avons réussi à nous procurer, on le voit former ses hommes à l'utilisation de nouveaux matériels. Armes de guerre ou matériel de vision nocturne. Ou comme ici, formation au close combat.
L'unité numéro 10 est chargée des opérations spéciales. Mois de décembre 96. C'est Hugo qui nous a permis d'entrer en contact avec Misha. Dans l'affaire des pilotes, Misha était son informateur. Il n'y en avait pas de meilleur. Il y avait toutes sortes de gens qui les recherchaient. Des militaires, des civils, mais aussi des criminels qui se faisaient passer pour des officiers des services secrets. Ils avaient une idée très vague de l'endroit où étaient emprisonnés ces 2 pilotes. On m'a proposé de l'argent, des gratifications, mais je suis un soldat, un professionnel. J'ai donné ma parole à mes supérieurs. Je m'étais engagé à veiller sur la vie et la sécurité des prisonniers, et je l'ai fait. Grâce à cet informateur, Hugo peut revenir à Paris. Il informe alors la DST, la direction de la surveillance du territoire. Nous sommes le 6 septembre 1995, soit seulement 7 jours après le crash. Sébastien Petrosi, vous venez de faire quoi ici? Ici, dans ce bâtiment, je suis venu au plusieurs rendez-vous avec membres de services secrets français. Et je donnais des informations très importantes pour la libération de 2 pilotes français. Quel étage? Au étage de ce bâtiment. Pourtant, c'est pas le bureau des services français ici. Je ne peux pas donner d'autres informations, c'est quoi ici dans ce bâtiment, mais en tout cas, au deuxième étage, j'étais avec plusieurs personnes de services secrets français. Vous avez été en contact avec d'autres services français? J'étais en contact avec services français militaires et j'étais en contact avec services français civils. Voilà, ici vous pouvez voir que je suis avec quelqu'un d'un service secret militaire. La DRM, la direction du renseignement militaire, va de nouveau utiliser Hugo dans d'autres opérations sensibles, notamment en Bosnie. Recherche et démantèlement des réseaux terroristes Al-Qaïda. Sur la question des 2 pilotes, les militaires sont informés au jour le jour par la DST, l'un des services de renseignement français. À l'époque, ce policier est l'homme le mieux informé de France sur ce thème. Raymond Nart était le numéro 2 de la DST et son responsable opérationnel. Discret, il n'a jamais parlé à la presse des actions qu'il a menées en ex-Yougoslavie. Il a finalement accepté de nous rencontrer. Les pilotes, nous avons su dès les premiers jours qu'ils étaient vivants, alors que d'autres disaient qu'ils étaient morts. Nous avons suivi leur itinéraire parce qu'on était en rapport avec, plus ou moins direct, avec les geôliers, et nous avons été au courant de tous leurs déplacements, de leur localisation, ce qui, à mon avis, est un élément primordial pour la suite. En attendant la suite, les autorités françaises disposent d'informations contradictoires. Hugo repart encore et revient avec des éléments incontestables. 30 jours viennent de s'écouler depuis la disparition des 2 pilotes. Comment vous avez prouvé aux Français que vous étiez sûr que les 2 pilotes étaient vivants? Je prouvais aux Français que 2 pilotes ils ont été vivants à partir du moment que j'ai ramené tous les numéros de leurs balises et de leur radio qu'elles ils ont porté avec eux-mêmes. Les numéros des balises permettent l'identification de l'avion. Seuls quelques militaires peuvent connaître ces éléments ultra confidentiels. Hugo ne s'arrête pas là. Il donne aussi la marche à suivre pour faire libérer les pilotes. Selon lui, un homme est incontournable, le général Mladic. Mladic, il était un soldat, il demandait uniquement un poignet de main. Rien de plus? Rien de plus. Et ça, vous l'avez dit aux Français? J'ai expliqué que je donnais les solutions et les façons comment il peut libérer les pilotes. Mladic veut juste une poignée de main avec le chef d'état-major français. Oui, mais voilà, ce geste vaut de l'or. Le général Mladic est toujours recherché pour crimes contre l'humanité. Nous repartons en Bosnie. Au bout de cette route, le quartier général des forces serbes de Bosnie. Nous ne venons pas ici par hasard. Voici la raison de notre visite. Cette lettre, elle atteste que Hugo est bien dans l'affaire des otages un intermédiaire. Elle est adressée à un officier de la DST, les services français. Elle est signée par le colonel Marko Lugonia, aujourd'hui général des services secrets serbes de Bosnie. À chaque fois, Hugo rend compte à ses interlocuteurs, qu'ils soient français ou serbes.
Fin septembre 1995, Hugo vient dans ce bâtiment avec Robert May, colonel de l'armée française. Est-ce qu'il connaissait Yugoslav Petrović ou pas du tout? Il est question du sort des deux pilotes. J'étais en contact car il venait s'informer sur le sort des deux pilotes. Le contingent français de l'ONU était à cette époque-là à Sarajevo. C'est à cette occasion que j'ai vu le colonel May. Il venait aussi se renseigner sur le sort des deux pilotes. Nous ne sommes pas mis d'accord sur ces questions-là. Donc le colonel May, qu'est-ce qu'il lui a dit au colonel May? Non, je ne veux pas continuer à parler de ça. Ah d'accord, ok. Hors caméra, le général Marco Lugonia nous parlera du rôle joué par Hugo. Un rôle conforme, dit-il, à la vieille amitié qui lie les deux pays depuis la Première Guerre mondiale. Les militaires français sont donc bien informés. Hugo est une source crédible. On était d'accord pour 3 minutes d'entretien, pas plus, c'est fini. Les jours passent, la pression monte. Nous sommes le 29 octobre 1995, 60e jour de détention pour Frédéric Chiffaut et José Souvigné. Sur place, les rumeurs courent. Les deux pilotes seraient à la merci de bandes incontrôlées. Hugo intervient auprès de Micha. À chaque fois que nous avons considéré que leur vie et leur sécurité étaient en danger, nous les déplacions. Pendant toute la durée de leur captivité, nous ne l'avons fait que 2 fois. Le lendemain, la DGSE, le service de contre-espionnage français, sort cette note. Elle est classée confidentielle défense. Selon une source proche de Belgrade, les pilotes français auraient été tués par une bande de miliciens. Sur cette affaire, la DGSE est la rivale de la DST. Hugo, lui, sait que cette information est fausse. Il multiplie les allers-retours entre la France et la Yougoslavie. À chaque fois, il donne de nouvelles informations. Tous les frais sont à sa charge. Vous avez dépensé beaucoup d'argent? Oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Combien? Mais beaucoup, je ne vais pas vous dire rien d'autre. Et la France vous a donné de l'argent? Pas du tout. Et vous leur réclamez de l'argent pour cette opération? Pour cette opération, je ne vais pas réclamer l'argent, je vais réclamer quelque chose d'autre et ils savent... L'Ordre national du mérite? La Légion d'honneur? C'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il doit me donner. Uniquement, il doit me reconnaître les choses que je fais pour la France. Les autorités françaises veulent toujours plus de garanties. À Paris, la DST et son patron décident de contacter Pierre-Marie Gallois. Ce n'est pas n'importe qui, il est général, un général français, connu pour ses amitiés serbes. Nous l'avons rencontré. Le général Gallois a accepté de nous parler de sa mission. Vous vous souvenez Nous sommes le 10 novembre 1995, 71e jour de détention pour les deux pilotes français. Je me rappelle très bien, il est venu ici donc le 10 novembre, il est allé directement s'asseoir là, vous voyez mon petit carnet, là. Moi je me suis mis en face, et puis j'ai écouté ses explications, assez attristé d'ailleurs, parce que je n'avais pas du tout envie d'aller en novembre dans les Balkans, mais pas du tout. Pierre-Marie Gallois connaît bien le général Mladić. C'était avant la guerre en Bosnie. Il lui a donné des cours de stratégie militaire. Raymond Narc le sait, c'est la raison de sa visite. À quoi j'ai répondu, pourquoi venez-vous me voir? Moi? Il m'a répondu, mais nous savons que vous connaissez le général Mladić. Eh bien voilà, on va utiliser votre connaissance pour avoir des renseignements, car nous ne savons pas s'ils sont vivants, et nous ne savons pas comment les récupérer. À 85 ans, l'ancien pilote de chasse ne veut pas laisser tomber ses camarades. Il décide de partir. Il prend un vol régulier, 2 heures de vol, et le voilà dans la capitale yougoslave. Au cœur de Belgrade, ce monument érigé à l'amitié franco-serbe. En 1917, les soldats français ont combattu côte à côte contre l'envahisseur allemand. Le programme du général Gallois est chargé, pas une minute de répit. Il consigne tout sur un carnet.
Nous allons d'abord interroger l'homme qui a permis au général gallois de réussir sa mission. Cette personne lui a permis de rencontrer celui qui détient les 2 pilotes. C'est le général Ratko Mladic. Lors de la négociation, il n'a jamais été question d'argent. C'est un mensonge flagrant, ni d'argent, ni de rançon de quoi que ce soit d'autre. La seule condition posée, c'était une poignée de main. Une simple poignée de main entre le chef d'état-major français et Ratko Mladic, il n'y aurait pas d'autres conditions. Ce geste, Hugo en avait déjà parlé au service français dès le 28 septembre. 30 jours après la capture des 2 pilotes, les autorités françaises savaient. À Belgrade, cet immeuble était incontournable pour tous les étrangers qui voulaient entrer en contact avec le général Mladic. Au bout de ce long couloir, le bureau de son bras droit, cet homme a assisté à la rencontre entre le général Mladic et le général gallois. Le général Mladic n'a pas posé d'autres conditions. Il se contentait d'une poignée de main avec son homologue français. Une poignée de main et le sort des 2 pilotes capturés était réglé. Pourquoi les pilotes sont-ils restés si longtemps emprisonnés? C'est uniquement la faute des représentants de l'armée française qui refusaient de rencontrer Mladic. En octobre 95, avec un médecin-colonel de l'armée française, nous avions rencontré le général Ratko Mladic. Nous lui avons serré la main. Lors de cet entretien, il n'a pas voulu aborder la question des 2 pilotes avec nous, juste au détour d'une phrase. Cette guerre en Bosnie nous a apporté de nombreuses blessures. Les plus profondes sont celles infligées par les Mirage 2000. Ces avions de chasse venaient d'un pays ami. Ils étaient pilotés par les descendants des gens qui ont combattu en 17 avec nos ancêtres contre le même ennemi, les Allemands, et pour les mêmes idées. Le général Mladic nous parlera également du profond respect qu'il a pour le général gallois. Lui, dit-il, n'a pas oublié cette longue amitié. Depuis la fin de la guerre, Ratko Mladic n'a plus le droit de faire la moindre déclaration publique. Il reste inculpé pour crime contre l'humanité. De retour en France, le général gallois rédige un rapport détaillé de sa mission en Bosnie. Il confirme toutes les informations rapportées par Hugo. Et ben voilà. Quand je suis rentré à 18h30 à peu près ici, venant de Belgrade, j'ai demandé au téléphone M. Raymond Hart, qui est venu tout de suite. Et je lui ai dit, voilà, d'après ce que je sais, ils sont vivants, et 2, pour qu'ils soient récupérés, il suffit que un personnage haut placé dans la hiérarchie militaire française aille là-bas, une poignée de main, et l'affaire est réglée. Alors, j'ai demandé ensuite, puis-je prévenir les familles qui attendent dans l'angoisse? Et il m'a dit, il a hésité, puis il m'a dit, écoutez, j'ai l'impression que votre mission est terminée. Je vous remercie, vous avez fait votre boulot, maintenant tenez-vous tranquille, c'est une affaire qui regarde le gouvernement. Mais le général gallois n'en reste pas là. Il remet également son rapport à Yves Bonnet. L'ancien patron de la DST va alors le transmettre aux autorités françaises. Et ce rapport, je le remets le jour même à Charles Millon et à Hervé de Charette. Donc a priori, le président Chirac devait être au courant. Ah, je les ai remises pour cela. Hein. Et vous savez si Hervé de Charette ou Charles Millon ont remis ce rapport? Oui, bien évidemment. Ce sont de bons ministres, ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Charles Millon, à l'époque ministre de la Défense. Pour la première fois, il accepte d'évoquer cette affaire, classée pourtant secret défense. La démarche du général gallois était une démarche totalement personnelle, elle n'était pas du tout coordonnée au niveau politique officiel. Le général gallois a donné ses renseignements et bien évidemment on en a tenu compte, mais ce n'était pas une démarche officielle. Il dit qu'il a été sollicité par le numéro 2 de la DST, Raymond Hart. Ah ben ça, j'en suis pas au courant. D'ailleurs, la DST n'a rien à voir dans cette opération, car si mes informations sont exactes,
La DST n'a en rien suivi cette affaire. Cette affaire a été suivie, si elle devait l'être, par la DGSE. Une guerre des services secrets français aurait-elle retardé la libération des 2 otages? Jean-Louis Chiffot, le père de l'un des pilotes, n'en sait rien. Il n'a jamais été informé des opérations en cours. Nous lui montrons le rapport du général Gallois. À cette époque, non, je ne le savais pas. Le général m'a informé lors de la sortie de son livre. Et là, vous me donnez un document dont je n'avais pas connaissance jusqu'aujourd'hui. Le président Chirac vous a appelé après? Oui, je vois que le compte-rendu date du 17 novembre. Il se trouve qu'effectivement, le président de la République nous a appelés le 21 novembre à 13h à la maison. Il a conversé avec ma belle-fille. C'est-à-dire 4 jours après. 4 jours après que le général Gallois dit avoir la possibilité de libérer l'équipage sans autre forme de procès qu'une poignée de main, sans rançon aucune. Et le président Jacques Chirac dit quoi à votre fille? J'ai un souvenir un petit peu désagréable du compte-rendu de cette conversation. Je crois que j'en ai conservé quelques passages. En fait, Jean-Louis Chiffot a tout conservé dans ce cahier. Il nous laisse très peu d'espoir pour une libération immédiate et en fait il nous dit qu'il ne sait pas du tout où en sont ce que désirent en faire les gens qui le détiennent. Alors, il cite Mladic, mais en fait il nous prive un petit peu de l'espoir de les voir rapidement. En fait, c'est ça. Le résumé, c'est ça. Alors que le général Gallois rentre de mission. Il lui a dit il y a 4 jours qu'il pouvait être libéré instantanément, sans rançon. Et là, il dit que ce sont les Russes qui interviennent et qu'il faut les féliciter. Et il dit dans mes notes que les Russes sont extraordinaires, qu'ils sont à remercier et qu'ils n'en feraient pas plus si c'était leurs compatriotes. Ça, c'est la piste, en fait, de Jean-Charles Marcani et d'Arkady Gaïdémac. Oui, on pourrait voir la chose comme ça, effectivement. La piste russe, elle a été orchestrée par Jean-Charles Marchiani. Ici à droite sur l'écran, c'est l'homme des missions difficiles de Charles Pasqua. Son nom est déjà apparu dans une autre affaire d'otage, c'était au Liban. Dans l'affaire des pilotes en Bosnie, Jean-Charles Marchiani affirme avoir été sollicité officiellement, et ce au plus haut niveau de l'État. Il se confie pour la première fois, c'est à la télévision russe, il paraît tendu. Sur les ordres du président de la République, donc je me suis rendu à Belgrade. J'ai essayé de prendre contact avec un certain nombre de personnes de l'état-major, du général Perisic, et un certain nombre de proches du général Mladic et du président Karadzic. À Belgrade, aucun des hauts responsables n'accepte de le recevoir. Jean-Charles Marchiani se tourne alors vers Moscou et vers cet homme d'affaires russe, Arkady Gaïdémac. Recherché en France dans une affaire de vente d'armes, il s'est réfugié en Israël. Lui aussi revendique pleinement la libération des 2 pilotes. C'est moi qui a complètement imaginé l'opération, c'est moi qui l'a financée et c'est moi seul qui avait pu obtenir la libération de ces pilotes, bien sûr en utilisant les compétences des officiers des services de sécurité d'État russes. Mais quelques semaines après cet entretien, Arkady Gaïdémac donne une autre interview au journal Le Monde. Il affirme « La situation a été débloquée grâce aux Russes qui ont fait pression sur Radovan Karadzic. » Problème, d'après notre enquête, Radovan Karadzic n'a pas les otages. Ils sont entre les mains du général Ratko Mladic. Tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés sont formels. C'était la guerre. Ni le gouvernement, ni Radovan Karadzic ne pouvaient intervenir dans les affaires militaires. Les 2 pilotes se trouvaient dans une zone de combat. Et là-bas, c'est le chef d'état-major et lui seul qui prenait les décisions. Jean-Charles Marchiani et Arkady Gaïdémac ont-ils rencontré le général Mladic? Pour le savoir, nous repartons à Belgrade.
Seul cet homme peut répondre à cette question. À l'époque, sans lui, personne ne peut approcher le général Mladic. Savez-vous si Marchiani et Gaïdemak ont rencontré Mladic? Je sais qu'ils étaient à Belgrade, qu'ils étaient engagés dans cette affaire avec les autorités yougoslaves de cette époque et les représentants de la Fédération de Russie. Mais à ma connaissance, ils n'ont jamais rencontré le général Mladic. Avant de le quitter, le major nous rappelle que Mladic ne voulait qu'une poignée de main avec le chef d'état-major français. Cette information avait été transmise par Hugo aux autorités françaises 1 mois seulement après l'enlèvement des pilotes. Pendant toute leur détention, les 2 pilotes étaient au secret. Ils n'ont jamais vu le moindre émissaire français. Pourtant, Jean-Charles Marchiani nous affirme dans cet entretien le contraire. À quel moment vous avez vu les 2 pilotes alors? Quand je les ai vus quoi? Quand je les ai vus moi physiquement? Oui. Je les ai vus fin octobre. Fin octobre, vous voyez les 2 pilotes dans la maison dans laquelle ils sont à côté de la maison. S'ils sont dans la maison, je ne peux pas les voir. Oui. Est-ce que cette maison vous rappelle quelque chose? Rien du tout, c'est une maison comme il y en a des centaines dans la région de Palais. Ça. Nous lui montrons les photos de la villa où étaient détenus les 2 pilotes français. C'est la main sous un angle qui, bon, je peux vous dire où était la maison. Hein. Elle était sur la route de Hans-Piazac à la sortie sud du village en venant de Palais. Est-ce que ça c'est la maison dans laquelle les 2 pilotes étaient détenus? Vous en savez plus que moi. Jean-Charles Marchiani fait fausse route, il ne reconnaît pas la villa. Et pourtant, c'est bien là que les 2 otages français ont été détenus. De plus, leur geôlier Vojislav nous a affirmé qu'il n'avait jamais vu Jean-Charles Marchiani. Réponse identique de son chef, Milorad Pelemic. Ils ne reconnaissent qu'un seul contact avec la France, Hugo et personne d'autre. Jean-Charles Marchiani est-il intervenu dans cette affaire? Nous poursuivons notre enquête. Nous sommes le 11 décembre 1995. 103e jour de détention pour le capitaine Chiffaut et le lieutenant Souvigné. On s'achemine alors vers un geste qui pourrait faire libérer les 2 pilotes. Ce jour-là, le chef d'état-major français, Jean-Philippe Douin, arrive à l'aéroport militaire de Belgrade. Les événements s'accélèrent. Il est reçu officiellement par son homologue yougoslave. Le général Douin a refusé de nous voir. Il a évoqué son devoir de réserve. Dans la délégation officielle, il n'y a ni Jean-Charles Marchiani, ni Arkadi Gaïdemak. À droite, c'est le général Momcilo Perisic. Nous avons retrouvé l'ancien chef d'état-major de l'armée yougoslave à quelques pas de son ancien quartier général, entièrement détruit par les forces de l'OTAN. Il ne sait pas que nous voulons lui parler des 2 pilotes. Les négociations ont duré de 10 h du matin jusqu'à minuit. Il y avait le général Douin, moi-même et Mladic. C'est à ce moment-là que nous sommes mis d'accord pour la libération de ces pilotes. Les délégations se rendent alors à Zvornik, dans cet hôtel. C'est là que les 2 pilotes doivent être emmenés par leurs gardiens pour être remis au chef d'état-major français. Autour de la table, il n'y a ni Jean-Charles Marchiani, ni Arkadi Gaïdemak. Mais quel a donc été le rôle de Jean-Charles Marchiani? Nous montrons sa photo au général Perisic. Il a dit qu'il était impliqué dans la libération des 2 pilotes. Vous avez entendu parler de lui? Cet homme n'a rien à voir avec moi, ni avec Ratko Mladic, ni avec l'équipe du général Douin. Le 12 décembre 1995, vers 15 h, les 2 pilotes arrivent enfin à l'hôtel Vidikovac. Le capitaine Frédéric Chiffaut et le lieutenant José Souvigné sont accueillis par leur chef d'état-major et Ratko Mladic. Poignée de main. Et c'est là qu'apparaissent seulement Jean-Charles Marchiani et le colonel russe. Pourquoi sont-ils présents à ce moment-là? De nouveau, nous posons la question au chef d'état-major yougoslave. Les personnages clés de la libération des 2 pilotes sont... Numéro 1, Ratko Mladic.
person in release of the two French pilots is General Ratko Mladic. Numéro 2, moi-même. Numéro 3, le général Douin. Il n'a pas été question d'argent? C'est ridicule. Votre question est insultante. Maintenant, je vais appeler mes services de sécurité pour qu'ils confisquent tout ce que vous avez enregistré. Après 104 jours de captivité, d'angoisse, cette poignée de main entre le général Mladic et le chef d'état-major français. La vie des deux pilotes n'est plus en danger. Mais pourquoi ce dénouement a-t-il été si long à obtenir? Pourquoi, à l'arrivée, le président Jacques Chirac félicite-t-il si chaleureusement Jean-Charles Marchiani? Pourquoi, dans son allocution télévisée, remercie-t-il aussi les Russes? Je voudrais remercier tout particulièrement le président Boris Yeltsin, qui n'a ménagé aucun effort, et sans qui, je le pense, ce dénouement n'aurait pas pu être obtenu. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous nos alliés, européens et américains, qui nous ont apporté leur soutien. Quelques jours avant la libération des deux pilotes, Jean-Charles Marchiani a été nommé préfet du Var. Arkady Gaïdemak, l'homme d'affaires russe, lui, va recevoir l'ordre national du mérite. En revanche, personne n'entendra parler du général gallois, de Raymond Nart, l'ancien numéro 2 de la DST, et de Hugo, son informateur. Écoutez, il en a été décidé autrement. Moi, je m'incline. Je suis un fonctionnaire de l'État. C'est le politique qui commande dans notre République. Moi, j'ai fait mon travail et voilà, je m'incline. Finalement, on vous a dépossédé? Non, on m'a dépossédé de rien du tout. Je suis très heureux comme ça. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. On n'est pas fait forcément pour faire de la politique. Jean-Charles Marchiani a finalement profité de toutes les informations que vous avez apportées. Eh bien, c'est très bien. Le père du capitaine Chiffot, lui, ne veut pas en rester là. Il y a des documents plus confidentiels que vous ne gardez pas dans cette malle? Je ne devrais peut-être pas répondre à la question, mais effectivement, je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Depuis des années, il continue de recueillir toutes les informations sur cette affaire. Il cherche à comprendre. Est-ce que la révélation de la vérité pourrait être dangereuse, vous pensez? J'en suis sûr. Et là, vous allez continuer à vous battre? Et dans mon caractère, je pense que le combat n'est pas terminé, pas aujourd'hui toujours. Et dans cette affaire, c'est l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, qui va nous mettre sur une piste. Il y a eu une opération qui était parallèle. Charles Pasqua avait fait savoir au président de la République qu'il pouvait faire pression sur ceux qui détenaient les pilotes et a recommandé au président de la République de s'entourer des services du préfet Marchiani, à l'époque de M. Marchiani. M. Marchiani a allé faire une intervention qui était tout à fait personnelle. Je ne sais si à ce moment-là il y a eu des fonds qui ont été utilisés. Je pense simplement qu'il y a quand même eu une compensation. Y a-t-il eu compensation comme le laisse entendre l'ancien ministre de la Défense? Des éléments troublants nous amènent à poursuivre notre enquête. Dans le cadre d'une autre affaire, le juge Courroy va s'intéresser aux différents comptes en banque de Jean-Charles Marchiani en Suisse. Et là, surprise, des mouvements de fonds bien eu lieu sur ses comptes personnels en 95. Nous nous sommes procurés ces comptes. 18 et 24 octobre 95, 2 virements, 10 et 11 millions de francs, soit un total de 21 millions de francs. Début 96, d'autres versements moins importants. Troublant, c'est juste avant et après la libération des deux pilotes. Il y a des transferts de fonds donc quelques jours après la libération des deux pilotes sur vos comptes en Suisse. C'est faux? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout de ce type. Il y a que le directeur de cabinet du président de la République, mon collègue le préfet Landrieux,
a déclaré au juge Courroy que dans le courant de l'année 96, la présidence de la République m'avait remis l'équivalent de 960 000 francs en espèces. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Pas un centime n'a été versé en contrepartie de la libération des pilotes, pas une arme n'a été livrée. Tout ça s'est fait dans l'honneur et dans la dignité. Et nos militaires sont revenus ici dans les conditions que vous savez. Outre cette somme en liquide qu'il reconnaît avoir reçue, Jean-Charles Marchiani a obtenu d'autres fonds. Les investigations du juge Courroy le révèlent, plus de 21 millions de francs. Ils proviennent de l'un de ses comptes en Suisse, et plus précisément de celui-ci, Steph. Il a été ouvert au Crédit Agricole 1 de Suez, à Genève. D'où viennent alors ces fonds? Nous allons poser cette question à Jean-Charles Marchiani. Le juge Courroy enquête également sur... Dans cet entretien, nous allons évoquer plusieurs hypothèses. Et quel rapport avec les pilotes Une rançon, des fonds secrets. Oui. La maison des pilotes... Face à notre insistance, il paraît de plus en plus embarrassé. Ouais. En août 2004, plus de 6 mois après cet entretien, dans un autre dossier, Jean-Charles Marchiani a été mis en détention provisoire. Entendu par le juge Courroy, il a fini par s'expliquer sur ses fonds, ses 21 millions de francs. Il a évoqué une autre affaire d'otage, bien plus ancienne. Concernant les 21 millions de francs, il s'agit d'une affaire classifiée, secret défense. Elle est liée à la libération et à l'exfiltration en 87 de 2 journalistes français au Liban. De l'argent versé en 95 pour des otages libérés 8 ans plus tôt, en 87, surprenant. Pour la première fois, Jean-Charles Marchiani reconnaît ce qu'il a toujours nié, avoir touché de l'argent dans une affaire d'otage. L'ancien préfet de la République a été mis en examen dans 3 dossiers pour recel d'abus de biens sociaux. À la fin du mois de février, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Au bout de notre enquête, reste toujours cette question: quel aura été le rôle exact de Jean-Charles Marchiani dans la libération des 2 pilotes français? Depuis 10 ans, Jean-Louis Chiffot, le père de l'un des pilotes, attend aussi des réponses. Avec cette autre interrogation qui le hante, pour quelles raisons son fils et son collègue n'ont pas été libérés beaucoup plus tôt, libérés pour une poignée de main. Et nous accueillons maintenant le journaliste Morad qui a réalisé ce document. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez travaillé 5 ans sur cette affaire. C'est une enquête qui vous a emmené de Paris à Belgrade en passant par Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé sur ce dossier? Ça a été en fait un véritable parcours du combattant. Vous l'avez dit, 5 ans d'enquête, une enquête qui a été longue, difficile, stressante, parfois même angoissante, puisqu'on a été l'objet avec Hervé Corbière, avec qui j'ai mené cette enquête, de tentatives d'intimidation. On a eu des menaces à peine voilées. On nous disait arrêtez de travailler sur cette affaire, ça peut être dangereux pour vous. J'ai même porté plainte une fois et en fait l'affaire a été classée sans suite. C'est vrai aussi qu'on évoluait dans un univers opaque. En fait c'est un monde où le secret est le fond de commerce. C'est la loi du silence qu'il a fallu briser. Ça a été difficile puisqu'en fait tous les interlocuteurs que nous rencontrions étaient des gens qui étaient issus des services secrets, dont l'anonymat est quand même la garantie de l'efficacité sur le terrain. Donc il a fallu rencontrer des gens évidemment en France, qu'ils nous parlent, obtenir des documents, mais aussi en Bosnie. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'au début de notre travail, c'était pendant la guerre et les gens n'avaient pas franchement envie de parler. Et c'est vrai aussi qu'on allait à l'encontre d'une vérité officielle puisque le président français, le président Jacques Chirac, avait félicité officiellement Jean-Charles Marchiani, enfin le président Boris Yeltsin, et donc il avait accrédité la thèse. Oui, c'est Jean-Charles Marchiani avec les Russes qui avaient fait libérer donc les 2 pilotes. Alors Morad, le recours à des intermédiaires, à des réseaux parallèles et à cette sorte de diplomatie, est-ce que toutes ces méthodes employées pour faire libérer des otages, est-ce que c'est une spécificité française selon vous? C'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, dans d'autres affaires d'otages, il y a eu une diplomatie parallèle. On se rappelle en 1987 l'affaire des otages des 2 journalistes français. C'était d'ailleurs déjà Jean-Charles Marchiani qui était, paraît-il, à l'origine du dénouement. Il y a toujours des vraies interrogations, un vrai mystère
mystère autour, en tout cas, de l'efficacité de l'intervention de Jean-Charles Marcani. Donc c'est vrai qu'il y a eu une diplomatie parallèle. Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a rappelé il y a encore quelques semaines, juste après la deuxième équipe Julia sur l'affaire Chénaud-Malbruno. De Florence Aubenas qui lançait un appel aux députés. Exactement. Jean-Pierre Raffarin avait dit il n'y a plus de diplomatie parallèle. En Italie, par exemple, il s'embarrasse un tout petit peu moins. Silvio Berlusconi, lui, a réuni en fait les responsables de son opposition ainsi que son conseil de gouvernement. Il a réuni tout le monde autour de la même table. Il a dit voilà, il y a 2 citoyennes italiennes qui sont prises en otage en Irak. Il faut les libérer. Acceptez-vous qu'on paye une rançon. Et ils avaient tous accepté. Merci.